Le tableau est d'autant plus sombre que quand on regarde la sécheresse, on a un niveau aujourd'hui qui équivaut au niveau de la fin du mois de juillet normalement. Alors effectivement, on a démarré en fait cette année 2022 avec 4 mois quasiment à sec, des mois qui normalement permettent de recharger les nappes phréatiques. Et donc à la canicule, qui déjà coûte cher à la société et va avoir un impact à différents niveaux, se rajoute effectivement le fait que ça déclenche ce qu'on appelle des sécheresses éclairs. C'est-à-dire qu'en l'espace de 4 à 5 jours, on peut avoir un effet sèche-cheveux sur les territoires qui va transformer complètement le niveau et l'état des sols. Déjà, on était quand même dans une situation pas fantastique durant ces 6 premiers mois. Là, on aborde l'été avec un démarrage et ce pic de chaleur. Donc, on voit très bien que, pour revenir un petit peu sur l'historique de ces événements, c'est pas non plus la première fois. De 2015 à 2020, il y a 96 départements qui ont connu au moins une vague de chaleur. On se rappelle de 2019 qui avait été caractéristique, qui était annoncée comme l'année type que l'on vivrait sous changement climatique. Je crois qu'on ne se pose plus la question du changement climatique, on est dedans. Ça veut dire que chaque année, on va vivre ces événements-là. Les vivre au mois de juin, que ce soit en 2019 ou aujourd'hui, ça signifie qu'on aborde l'été dans une situation assez catastrophique. Pourquoi ? Parce que ça a un impact, la canicule, sur le plan sanitaire. Une étude a mis en évidence le fait que le coût de ces canicules répétées entre 2015 et 2020 aurait coûté à la société sur le plan sanitaire de la santé entre 24 et 37 milliards d'euros. Donc là, on s'attend quand même à ce que cette canicule coûte encore déjà quelques milliards de plus. Et donc, on est quand même dans cette situation, sans compter l'impact agricole, l'impact sur le bâti et tout ce qui va s'enchaîner derrière, parce qu'à l'intérieur d'une canicule, vous empirez un état de sécheresse déjà existant. Et oui, alors quelle réponse politique ? Elisabeth Borne vient de tweeter, elle écrit « J'ai demandé au préfet et à ARS de prendre toutes les mesures pour protéger les Français face à cette vague de chaleur précoce. Dès demain, les différents dispositifs de mise à l'abri et les EHPAD seront opérationnels. On nous parle aussi d'îlots de fraîcheur. Là, on ne fait que répondre à une urgence. Il va falloir des réponses sur le long terme. Oui, il va falloir des réponses sur le long terme. D'abord parce que, tout simplement, au-dessus de 45 degrés, la végétation, elle meurt. C'est-à-dire que là, déjà en Provence, les roseraies autour de Grasse qui faisaient les parfums français sont en train de, petit à petit, de s'abîmer, les forêts, etc. Et surtout, la question, c'est celle de la construction. On voyait ce pavillon qui avait la climatisation. C'est-à-dire que pour compenser le fait qu'on construit des bâtiments qui ne sont pas prévus pour la canicule, on installe une climatisation, ce qui est tout à fait logique, puisque sinon les gens meurent de chaud, mais qui amplifie encore le phénomène. Donc ça veut dire qu'il va falloir en fait changer tous nos modes de vie. Et j'ajoute, vous parlez d'îlots de chaleur dans les villes, enfin, la façon dont l'urbanisme est pensé, et je prends juste l'exemple de Paris, c'est-à-dire la minéralisation de toutes les places de Paris. Béton, hein. C'est ça, toutes les places sont refaites en enlevant la pelouse, on met de la pierre, ce qui fait que les touristes viennent cuire façon plancha l'été, et des arbres en pot. Ce n'est pas ça la végétalisation. Au contraire, il faut du sol qui absorbe un peu d'humidité. Enfin, ça, il me semble que c'est la base. Et tous les immeubles que l'on construit autour du périphérique en ce moment sont des immeubles avec des centaines de mètres carrés de façade en verre. Bien sûr. Donc, clairement... Et on continue à en faire, mais on est aussi les héritiers d'une civilisation minérale qui a chassé l'arbre, parce que l'arbre, c'est de la nature, c'est pas la culture. Les villes sont les lieux de pouvoir, les lieux culturels dont on a chassé toute nature. Toulouse, c'est épouvantable. Bordeaux, c'est encore pire. Je ne parle même pas de Grenoble et sa cuvette. En fait, effectivement, il faudrait prendre l'inspiration sur les villes provençales, les villes grecques, les villes chypriotes, les villes maghrébines qui sont faites pour la chaleur. Sauf que là, on n'en a pas le temps. En tout cas, il faudrait tout ouvrir. Vous l'avez dit, Natacha, ouvrir le sol pour qu'il puisse récupérer l'eau de pluie, laquelle viendrait abreuver les arbres, lesquels viendraient faire de l'ombre. Certes, c'est ce que les villes sont en train de faire, mais elles se heurtent à un objectif contraire des politiques publiques, qui est le zéro artificialisation nette, qui va obliger les villes à construire pour ne pas avoir à utiliser les sols agricoles. Beaucoup de maires se retrouvent face à un hiatus. Qu'est-ce que je fais ? À la fois, les agences de l'eau me subventionnent pour que j'ouvre la ville aux arbres, à la végétation, et en même temps, l'État m'interdit finalement de mettre de la végétation partout parce qu'il m'oblige à utiliser la moindre friche, la moindre dent creuse pour construire. Franchement, je ne voudrais pas être un élu
face à ces considérations, et en particulier à Toulouse, où il va faire de plus en plus chaud. Il n'y a pas un arbre à Toulouse, enfin, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et justement, si on ne fait rien, que se passe-t-il? C'est Emma, l'excellente Emma Aziza, qui dit que si on ne fait rien, la France, dans 10 ans, ressemblera à la Californie. Oui. C'est le même tableau que vous imaginez? C'est exactement ce genre de choses qui va arriver, c'est-à-dire que non seulement il fait plus chaud, mais en plus, les moments d'extrême chaleur vont être plus importants, plus violents. C'est ça qui caractérise le changement climatique. C'est pas juste une augmentation de température, c'est une extrapolation, enfin une exacerbation des extrêmes. Et donc, en effet, on va se retrouver en France avec des climats qui correspondaient pour l'instant au sud de l'Espagne, voire encore plus On bas. va tous migrer en Bretagne, alors. Et en Bretagne, en espérant que ça ira encore. C'est des pointes à 39-40 degrés pour la fin de semaine. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fin de semaine, la France et ses 40, 42, 43 degrés, peut-être même davantage, c'est Marrakech, Oman, Las Vegas. Ce sont les températures du plein cœur de l'été des pays des Émirats. Enfin, c'est dingue ce qui nous arrive là pour les prochains jours. Très concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'urgence? C'est-à-dire, premièrement, pour chaque individu, est-ce qu'il faut changer nos horaires? La dame qui témoignait tout à l'heure disait « je ferme les volets ». En effet, c'est la base, ça on le sait tous. Il faut fermer les volets, aérer à 6h du matin, refermer ensuite, calfeutrer, etc. Et est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a des modifications à faire dans les habitats? Et vous parliez des élus locaux. Que doivent-ils faire en urgence pour l'instant pour essayer de faire respirer un peu leur ville? Alors déjà, changer de dogme au niveau de l'État et donc au niveau des collectivités. La transition énergétique, elle est vécue comme une isolation des maisons. Mais là, c'est pas ça. Il faut pas isoler les maisons. Il faut qu'elles soient de plus en plus inertiques de façon à ce qu'elles expliquez. C'est-à-dire qu'elles se réchauffent le plus lentement possible, qu'elles changent de température le plus lentement possible. C'est la logique des maisons construites en dur, avec du bois, avec du béton ou avec des pierres de taille. Là, on a du parpaing, c'est ça? Non, pas du parpaing. Le parpaing et l'isolant derrière, c'est une vaste connerie parce que dès lors que votre maison parfaitement isolée, vous en ouvrez les fenêtres, elle se remplit de chaleur en moins d'un quart d'heure. C'est ce qui a été mesuré. Bon, ça, c'est sur le long terme. Sur le court terme, il y a un moyen très simple de rafraîchir la maison. C'est de faire des lessives sans essorer, et puis vous faites sécher votre... Mais si, moi je le fais, si, je vous jure que c'est vrai. Et vous faites sécher votre linge à côté de votre lit. Faites ça avec des grandes serviettes, c'est ce que je faisais quand mes enfants étaient petits. Après, vous sentez bon la lessive. Non, mais c'est bien, mais ça met de l'humidité dans l'air. Oui, bien sûr, ça rafraîchit. Vous diriez quoi, vous, Emma? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a les mesures de gestion de crise à mettre en œuvre tout de suite, parce qu'on est dans la crise. Donc, en fait, il va falloir protéger les populations. Donc, effectivement, vérifier les taux d'hydratation, surtout chez les personnes les plus vulnérables. Donc là, on est vraiment dans un programme de gestion de crise. Il existe à l'échelle des maires des plans de gestion de crise qui intègrent normalement la question de la canicule. Donc ça doit normalement avoir été réfléchi en amont. Si c'est réfléchi sur le moment, ça fonctionne toujours jamais moins bien, ça fonctionne moins parce qu'on n'a pas réfléchi à tout et donc on ne pense pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la crise de 2003 nous a montré à quel point, premièrement, les canicules sont les éléments naturels les plus meurtriers dans le monde. Et donc ça l'a été particulièrement en France et en Europe. Mais par contre, ça nous a aussi montré qu'avec beaucoup de prévention, on était capable de restreindre et de limiter le nombre de victimes. Parce que vous disiez, à 45 degrés, on a les végétaux qui meurent, mais on a aussi l'humain qui meurt. Et donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Il y a une hyperventilation qui ne se fait plus. On voit très bien le coût et l'entrée dans les hôpitaux et surtout les conséquences sur le long terme, sur les plans cardiovasculaires. On voit très bien que ce soit d'ailleurs l'inondation ou la sécheresse, souvent on l'imagine en se disant on a des victimes et puis ensuite on est dans le post-crise, il ne se passe plus rien. C'est pas vrai. Derrière, si vous avez une inondation, c'est une augmentation du taux de fausses couches, c'est une augmentation du taux d'avortement spontané. Enfin, c'est vraiment très, très grave sur le long terme, sur les populations de dépression, etc. Et souvent, on ne s'en rend pas compte, c'est pareil sur la question des canicules, parce que l'organisme n'est pas capable de tenir. Ce que je voulais dire, c'est que vous me disiez, finalement, on va partir en Bretagne, tout va bien. C'est un petit peu le plan que tout le monde imagine. Le problème, c'est qu'actuellement, il faut comprendre une chose. Ce changement climatique, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte que l'hémisphère nord se réchauffe 3 fois plus vite que le reste de la planète. À la base, on comptait sur l'Europe et sur l'Amérique du Nord et le Canada pour notamment continuer à s'alimenter avec le bétail, avec derrière une industrie agroalimentaire qui pouvait continuer dans des pays tempérés parce qu'il y avait assez d'eau. Et on se rend compte qu'avec ce réchauffement, massivement, la France est directement concernée par des niveaux, on le voit très bien dans les niveaux des nappes et le niveau des rivières, où ça se remplit de moins en moins facilement, les choses sont plus compliquées. Et donc, ça a des impacts là où on était le moins prêt et
est le moins adapté. Et il ne faut pas imaginer que la température à Séville va devenir la température à Bordeaux, parce que finalement, les choses sont toujours plus compliquées que le scénario qu'on avait imaginé. Et en réalité, en 2019, on avait une trentaine de départs de feu en Picardie au mois de juin, pendant la canicule. En fait, un département qui n'est absolument pas prêt en termes de sécurité civile à faire face et à affronter une gestion de crise, parce que en plus, c'est un renfort qui est fait de cette sécurité civile-là sur le pourtour méditerranéen et sur la Corse. Et on met plusieurs années avant de récupérer un Canadair. Donc on voit bien que c'est toute cette gestion de crise qu'il faut repenser. Il faut la repenser aujourd'hui très vite. Et donc il y a les solutions court terme et les solutions long terme. Les solutions long terme, c'est qu'il faut recréer des petits cycles de l'eau à petite échelle. On a parlé des îlots de fraîcheur. Il faut débitumiser de manière massive. On n'a juste pas le choix. Il faut laisser rentrer l'eau dans le sol et il va falloir... en fait, c'est pas une question de solution, parce que les solutions, on les a toutes. C'est une question d'action. Donc fait, là, ça veut dire que vous envoyez un message aux maires de rapports. Bordeaux, de Lyon, de Paris, etc. pour leur dire mais casser le massivement, casser tout le de goudron. suite. Et puis surtout, faites des économies d'eau, parce qu'on va très rapidement arriver à un point zéro dans de nombreuses villes. Puis, donc voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre. Oui, et puis Cédric. surtout, vous parlez de l'urgence, mais là, je crois qu'il y a une urgence à penser le long terme. Certes, il va falloir s'occuper là tout de suite de la crise, mais les solutions dont parle Emma, elles sont en effet connues. Elles nécessitent du courage politique. Pourquoi ? Parce que sur le coup, là, tout va mal, il faut répondre au court terme, etc. Et les solutions dont on parle, elles sont jamais très agréables. Elles vont souvent à l'encontre de certains intérêts. Et donc, quand on va se dire, on va devoir enlever du béton, mettre des arbres à la place, il peut y avoir des gens qui vont s'opposer à ça. Frédéric a expliqué les effets de bord des politiques qu'on peut avoir pour par ailleurs protéger les sols sur d'autres terrains. Il faut éventuellement revoir même ces politiques-là si on voit qu'elles ont des effets pervers et qu'on ne va pas dans le bon sens. Mais c'est vraiment des choses de long terme. Planter un arbre, au début, il ne va pas être très grand, il va falloir attendre un certain temps pour qu'il fasse office de refroidisseur. Mais regardez, imaginez une place, moi je connais bien Bordeaux, vous avez à côté de la place des Quinconces, vous avez des arbres immenses, vous passez là, il y a 5 à 10 degrés de moins que sur le milieu de la place du Quinconce. La place du Capitole, c'est une horreur, il n'y a pas un arbre, vous cramez au milieu. Donc c'est vraiment du bon sens. Frédéric a évoqué la solution court terme de mettre une lessive à sécher. Pourquoi ? Parce que l'eau qui s'évapore absorbe énormément d'énergie. C'est juste quelques millimètres, quelques millilitres d'eau, quelques décilitres d'eau qui vont s'évaporer en absorbant énormément d'énergie pour nous rafraîchir. Les arbres, c'est ça. Les arbres sont des énormes machines à faire s'évaporer l'eau et pompent énormément d'énergie, donc rafraîchissent. Vous passez sous les arbres, donc seulement il y a de l'ombre, mais en plus, il y a cette absorption d'énergie par l'évapotranspiration. Donc c'est des machines incroyables, gratuites, qui marchent toutes seules pour rafraîchir. Pourquoi Oui, parce qu'on en vient parfois à des solutions incroyables sur l'eau. Où trouver l'eau Vous étiez interrogé dans un article de Libé de Coralie Chaube qui parlait des solutions non conventionnelles de l'ONU pour trouver de l'eau potable. Dedans, il y a quoi ? Il y a boire l'eau des icebergs tractés depuis l'Arctique. Il y a ensemencer les nuages. Et c'est ce que fait déjà la Chine. C'est ce qu'on fait déjà depuis 20 ans en Chine. Donc on n'a avec pas le dur commencé hier. d'argent. Bon, c'est pas le monde de demain chez nous. On ne va pas vers ça. Quand même. Là, vraisemblablement, en tous les cas, la géo-ingénierie, c'est ce vers quoi on a l'air de se tourner. Ils essayent aussi de capter la rosée. Parce que effectivement, quand il y a une pluie, 65% de l'eau repart immédiatement en évaporation et évapotranspiration. Donc l'idée, c'est de capter ça, mais de le capter où ? Sur quelle surface ? Ce sont des vraies questions. Effectivement, il n'y a pas plus essentiel, plus intelligent qu'un arbre pour pouvoir faire ça, du talus, de végétaliser massivement. Parce que premièrement, on va changer l'albédo, c'est-à-dire on va changer la couleur du sol et donc l'impact du soleil sur le sol. Et on voit très bien que nos plaines viticoles qui sont directement soumises au soleil du matin au soir, ça demande un arrosage extrêmement important et qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas si vous ne rajoutez pas des bosquets, des bandes enherbées. Donc, il y a des solutions. Par contre, quand on veut faire de l'adaptation dans les villes, moi, je l'ai vu vraiment sur le risque inondation, on fait des essais-erreurs. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marcheront pas. Sur une inondation rapide, il y a des choses qui fonctionneront pas sur un autre format ou sur un autre département. Ça veut dire que si on vient et que par magie, on avait un coup de baguette et qu'on réussissait à végétaliser l'intégralité de la ville, eh bien, il y aurait des essences qui ne tiendraient pas à ces températures. Et ça, il n'y a qu'en faisant le test et en le mettant en place, sauf qu'un arbre, ça ne pousse pas comme ça. Donc, en fait, il faut plusieurs années. Et les années, on ne les a pas. Et rappelez-vous, je pense qu'on était ensemble il y a 3 ans quand il y avait un report des épreuves de brevet des collèges parce que les bâtiments n'étaient pas adaptés. Et donc, on voit très bien qu'entre 2019 et aujourd'hui, il n'y a pas un bâtiment qui s'est adapté entre-temps. Non. Donc,
il y a un moment donné où si on ne comprend pas l'épreuve de D'ailleurs, la philo, question en se pose, réalité, le on est ministre tout le temps en s'est gestion de exprimé. crise. Comment on va faire pour les épreuves en fin de Ouais, bien semaine sûr. avec Exactement. dans des vieux collèges et lycées qui en hiver sont des vrais passoires thermiques, en été voilà, il fait 35 dans les salles et des gamins vont composer pendant 4 heures sur une épreuve dans des conditions complètement délirantes et on leur promet oui une bouteille d'eau, etc. Mais en soi, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que vous voyez composer pendant 4 heures sous 35 degrés en pleine canicule? On raconte tout le temps la même histoire, c'est ça qui est fou, Natacha. Et là maintenant, on nous parle de planification écologique. C'est Emmanuel Macron qui en parlait pendant la campagne. Ça y est, il y a un ministère dédié, mais on n'a pas vraiment les contours. C'est-à-dire qu'il faudra que cette planification écologique puisse contraindre les acteurs économiques. C'est tout le problème. Et vous le disiez tous, ce qu'il faut faire, on le sait. C'est-à-dire qu'il y a quand même un bout de temps qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à ces choses-là. Il y a des gens qui ont pensé les solutions. Le problème, c'est la question politique, c'est-à-dire, par exemple, sur les questions d'urbanisme. En effet, il y a des choses qui ne sont pas plaisantes dans un pays qui rêve du pavillon, de la maison individuelle. Il y a un moment, il va falloir revenir sur ce modèle avec des pavillons sans arbres au milieu du cagnard. Enfin, ça ne peut pas marcher. Donc, ça veut dire qu'il faut préparer les choses. Il ne faut pas que ce soit... alors, il ne faut pas pour autant ralentir, mais il faut le faire en expliquant, en accompagnant, en proposant des solutions. C'est un travail politique, mais ça, c'est le rôle des politiques. Mais quand on s'aperçoit que le concept de planification écologique est tout à coup devenu une espèce de martingale qui permet comme ça de lancer une campagne, c'est-à-dire en fait de la communication, c'est pas ça la politique. C'est-à-dire qu'il faudra rendre ces mesures acceptables. Et puis ça va être difficile parce que l'écologie, finalement, c'est que de l'aménagement du territoire, en particulier dès qu'on parle d'eau. Et l'aménagement du territoire, ça touche à un moment ou à un autre à la propriété privée. Quatrième pilier de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est dans notre tête plus qu'ailleurs. Les juristes étrangers disent que la propriété privée, c'est un droit absolu en France, contrairement aux pays d'Europe du Nord qui contrôlent le marché de l'immobilier, ce qui leur permet d'avoir moins d'étalement urbain. Je résume un peu. D'ailleurs, je vous coupe, mais l'argument d'Emmanuel Macron contre la NUP, c'est de dire ils vont vous empêcher de couper des arbres chez vous. Propriété privée. Et en même temps, Mélenchon ne va pas jusqu'au bout de sa logique, ne tire pas le fil jusqu'au bout. S'il était logique avec lui-même, il remettrait en cause ce principe. La planification écologique contraint de toute façon la propriété privée. La planification écologique contraint les itinéraires agricoles. Et puis il y a un autre changement, c'est un changement philosophique, c'est notre rapport à l'eau. On manque d'eau, mais en France, par exemple, dans le monde, en Europe, à peine 2% de l'eau est recyclée. On a un tabou là-dessus, contrairement à la Namibie qui utilise massivement et l'Afrique du Sud qui utilise massivement les eaux des toilettes, les eaux des douches, les eaux des centrales d'épuration pour en partie les réutiliser pour nos propres douches, pour les toilettes et surtout en aspersion sur les terres agricoles. En France, c'est encore un tabou. Alors ça change tout doucement. Il y a des labos qui nous préparent à ça tout doucement. C'est le programme Okapi, par exemple, qui vise, il y aura des immeubles pilotes un peu partout en France, notamment à Paris, de réutiliser ce qu'on émet aux toilettes et à la douche, de le réutiliser sur nous. Ça marche, c'est l'effet Burke, mais l'effet Burke est en train de passer. J'ai vu ça avec des groupes d'enfants. C'est inévitable. On sera obligé demain de réutiliser. Il suffit qu'on vous éduque dès le début, en fait, ce que vous êtes en train de dire. C'est que ce tabou, il est facile à lever, en fait, Emma. Oui, bien sûr. Oui, en tous les cas, il va falloir effectivement tester des choses et il va falloir valoriser cette eau. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans un pays, on ne sait pas ce qu'est le stress hydrique réel, on n'est pas confronté à un manque d'eau régulier. Et donc, on est un peu des super enfants gâtés où on est habitué finalement à prendre autant de bains et de douches que l'on veut parce qu'il n'y a personne qui va venir nous contraindre et surtout le robinet ne va pas s'arrêter tout seul, comme c'est le cas ailleurs. On est aussi le pays on interdit aux agriculteurs de prélever de l'eau dans des départements qui sont un peu en crise, mais pendant ce temps-là, on est aussi le pays qui autorise les particuliers à remplir leur piscine. Derrière, il y a quand même beaucoup de choses et il y a plein de nuances parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui arrosent massivement aussi en plein jour, ce moment, massivement avant qu'il y ait des arrêtés de restriction. Oui, exactement. Je pense qu'il faut aussi former les agriculteurs parce qu'ils sont et responsables et victimes. Et donc, il y a un moment donné où il va falloir comprendre que ce système d'avoir des cultures d'été, notamment le maïs qui est le plus connu, qui demande massivement de l'eau dans une période où il n'y en a plus, eh bien, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Et pire, c'est que ça accélère le changement climatique à notre échelle. Parce qu'on est en train actuellement de perdre massivement nos eaux. Et donc, il faut comprendre qu'on perd sur le plan qualitatif. On a vraiment un niveau médiocre de
40% de nos nappes phréatiques sont dans un état médiocre en France. On n'est pas capable aujourd'hui de respecter, d'essayer de protéger ce bien qui est commun. Derrière, on a le même niveau à peu près, on a un tiers des niveaux de cours d'eau qui aussi sont dans un état médiocre et le reste est de toutes les façons pollué majoritairement partout. Donc il va falloir agir avec tous ces acteurs qui contribuent à la pollution, essayer d'enlever aussi toutes ces idées reçues du fait que ça soutient une souveraineté alimentaire, parce que c'est faux, ça ne fonctionne pas comme ça. On pourrait très bien soutenir la souveraineté alimentaire en permettant à nos terres agricoles d'alimenter les gens juste à côté de chez nous. Et ça fonctionnerait beaucoup mieux, mais ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné enlever une couche. Et la couche de l'agro-industriel, pour l'instant, on n'est pas prête à l'enlever. Et donc je crois que c'est cette question qu'il faut à un moment donné poser là, à l'heure où on va avoir 43-44 degrés. Peut-être que ça va faire réchauffer les cerveaux et ça nous permettra peut-être de comprendre qu'il faut agir maintenant, parce que sinon, on va continuer à répéter ça tous les jours, sauf qu'un jour, on le répétera à 46, 47, 48 degrés, et là, on sera peut-être plus là pour le répéter. Donc moi, je me dis, essayons d'agir maintenant, quoi. Et Aurélie, vous parlez de planification écologique. Là, jusqu'ici, on a plutôt parlé d'adaptation. Ouais. On a une canicule qui arrive, on parle de comment on va faire s'adapter à court terme, à moyen terme, etc. On est un peu toujours sur de la dernière minute quand même. Oui, sur de la dernière minute. Et même quand on commence à parler de planification, c'est planification de l'adaptation au changement climatique qui, de toute façon, est là. Et en effet, il va falloir s'adapter au changement climatique. Mais on peut parler 2 secondes de comment on va faire pour limiter notre propre impact sur le climat, parce qu'il est encore temps. Je veux dire, aujourd'hui, on se dirige vers quelque chose entre 1,5 degré et 2 degrés d'ici 2100, au minimum. Et au maximum, quelque chose vers 3, 4, voire 5 degrés, qui seraient des conditions où le petite discussion d'aujourd'hui, ce sera le quotidien des futures générations. Ils seront en mode survie une bonne partie de l'année et donc plus aucun loisir de penser le moindre long terme. On a encore ce loisir aujourd'hui de se dire, certes, c'est pas drôle, là maintenant on gère des crises, mais on a encore les moyens d'éviter le pire qui est devant nous. Donc là, on a besoin de courage pour dire, s'attaquer à cette transition énergétique. Et vous parlez des politiques qui nous parlent de ces sujets. Sont-ils au courant suffisamment du sujet ? J'ai pas l'impression. Je veux bien l'avis de nos 2 autres invités sur ce sujet. Moi, j'ai l'impression que le niveau de connaissance des politiques sur le sujet du climat, il est à peu près le même que l'homme de la rue. C'était peu présent lors de cette campagne. C'était très peu présent dans la campagne. Petit sursaut au second tour, après le... aussi, en fait, entre les 2 tours, petit sursaut parce qu'il y avait un effet opportuniste. La législative, ça se rappelle plus. C'était 15 minutes lors du débat présidentiel et la question, c'était les éoliennes en mer en Manche. En même temps, qui leur a posé les questions ? Toujours les journalistes, c'est ça. Mais non. Ça va être de notre faute. Les journalistes politiques posent des questions aux hommes et aux femmes politiques. Voilà, c'est tout. Il n'y a jamais de journalistes spécialisés. Je parle pour ma paroisse, évidemment, qui vont poser les bonnes questions, en tout cas sur ces sujets-là, aux hommes et aux femmes politiques, qui sont, comme la plupart des membres de l'élite intellectuelle française, un culte en matière scientifique. Enfin, c'est ce que je remarque chez la plupart des politiques. Ils ne comprennent rien parce qu'ils ont un manque de culture scientifique sur ces sujets-là. Dans le gouvernement actuel, c'est assez frappant de voir Elisabeth Borne qui les comprend très bien et Amélie de Montchalin qui s'en fout complètement. Alors, je ne sais pas quel arbitrage se fera et dans quel sens penchera la balance, mais j'ai franchement un peu peur. Et on aura l'occasion d'en reparler cette semaine, je l'espère bien. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir été avec nous. À demain, Natacha. À demain, Aurélie. À demain, 20h.